Voilà, bienvenue à vous. Comment ça va? Bonsoir. Super, merci Anthony, merci pour l'invitation, très sympa. Super cool. Bonsoir Anthony. Et comment voilà, Philippe et Vincent donc ils viennent de Neuchâtel, ils ont leur cabinet à Neuchâtel et puis à Genève. On va peut-être directement commencer, donc parce qu'il y avait déjà pas mal de questions aussi avant, on va peut-être directement commencer avec une présentation de Vincent et de Philippe, comme ça vous avez une petite idée également de qui ils sont. Merci Anthony. Bon, très brièvement, écoutez, on a une formation assez classique, donc on est des avocats, ce qui est pour certains pas le métier le plus passionnant du monde, on peut en convenir. Et moi j'ai commencé à travailler dans le domaine de la crypto en 2013. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'y intéresser, notamment par l'équipe de BT à Neuchâtel. Exact. Et c'est eux en fait qui m'ont vraiment amené dans dans cet univers crypto. Et suite à ça, j'ai passablement développé l'activité à différents domaines, que ce soit les constitutions de sociétés, que ce soit l'accompagnement dans les levées de fonds, et ensuite l'aspect fiscal avec notamment mon associé ici, Philippe Mantel. On a aussi un autre associé, Thierry Aubrist, qui est professeur de droit fiscal à l'université, qui nous a aussi beaucoup aidé et qui aide beaucoup pour plein de choses. Ça peut être des token incentive plan pour des employés, ça peut être vraiment divers et varié. Donc, on a maintenant on va dire une bonne expérience dans ces différents domaines, différentes questions. Mhm. Merci beaucoup. Ouais. Et puis Philippe peut peut-être faire un petit tour aussi. Oui, tout à fait. Donc moi, j'ai plutôt une expérience traditionnelle de fiscaliste. J'ai travaillé à peu près 10 ans dans les Big Four où je me suis formé comme fiscaliste après un brevet d'avocat comme Vincent. Ensuite, j'ai été partenaire d'une grande étude à Genève. Et puis, j'ai rejoint l'étude Léax à Neuchâtel en début d'année et on a ouvert un bureau à Genève en même temps. J'assiste essentiellement Vincent pour les aspects fiscaux, donc j'ai un peu moins d'expérience que lui sur les aspects purement blockchain, mais je crois que les questions de ce soir porteront aussi beaucoup sur la fiscalité. Exactement. Et donc, tu as aussi très bien expliqué, Vincent, que tu avais une certaine expérience déjà donc depuis 2013 dans la crypto-monnaie et blockchain, entre autres aussi avec BT qui ont commencé une des toutes premières entreprises à Neuchâtel. Est-ce que tu veux peut-être faire un petit tour sur cet historique de finalement qu'est-ce qui s'est passé assez tôt quand même à Neuchâtel, dans cette ville? Alors, il y a différentes choses qui se sont passées, c'est assez intéressant parce que on peut constater quand même qu'il y a une évolution extrêmement rapide dans le domaine de la crypto en Suisse et à Neuchâtel aussi en particulier. Moi, je me souviens que la première conférence que j'ai faite, qui était 2013-2014, les questions qui tournaient étaient véritablement de savoir est-ce que le Bitcoin est légal ou illégal, est-ce qu'on doit l'interdire, est-ce que je vais aller en prison si j'ai des Bitcoins. C'était vraiment ces questions-là à l'époque. Et il y avait déjà à l'époque aussi les questions fiscales. Mais comme le prix était beaucoup plus bas, on était à peu près à 500 francs suisses. Donc, à l'époque, on se disait, bon, ben, j'en ai quelques-uns, mais finalement, c'est peu d'argent. Et puis, on voit maintenant qu'avec la montée et la flambée du cours, ça a passablement évolué. Et la Suisse assez rapidement s'est saisie de cette question. En 2014, déjà, le Conseil fédéral a rendu un rapport sur le Bitcoin. Et puis, on a la FINMA qui, dans le cadre des ICO qui a eu lieu, une grande partie a eu lieu en Suisse, a aussi joué un rôle extrêmement important de clarification des directives qui ont été émises, etc. Donc, c'est allé assez rapidement. Et Neuchâtel, on a travaillé avec la promotion économique de Neuchâtel et puis aussi avec Nicolas Vradis. Je cite son nom parce que Nicolas est un gros acteur du développement de l'écosystème. Il s'investit beaucoup. Il a beaucoup de talent. Et donc, on a travaillé très tôt notamment avec la Banque cantonale de Neuchâtel, parce que la problématique, c'est que les entrepreneurs qui voulaient travailler juste bien dans la légalité comme il faut, en fait, se voyaient heurtés par le fait qu'aucune banque voulait leur ouvrir un compte bancaire. Et donc, on a mis en place une sorte de bonne pratique avec la Banque cantonale il y a déjà quelques années, ce qui a permis depuis d'implanter à Neuchâtel 30-35 sociétés qui sont actives dans le domaine de la crypto et qui a aussi amené des emplois, de la création de valeur et une certaine expertise dans ce domaine-là. Donc, je dirais, c'est aller assez rapidement, malgré tout, à l'échelle législative et économique pour la Suisse et pour le canton de Neuchâtel. Et puis, on peut s'en réjouir, ça donne du travail à tout le monde et vraiment, on peut voir ça que d'un point de vue positif. Exactement, ouais. En effet, pour toutes les personnes qui veulent aujourd'hui
s'intéresser sur la Suisse en général, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aujourd'hui de Zug ou peut-être même Genève. Mais au Mhm. final, Neuchâtel, non seulement c'était tôt, mais en plus de ça, il y a beaucoup d'aide. Aujourd'hui, bah, Nicolas Vradis, je crois que ça fait depuis 2016 ou 2017 qu'il était quand même, voilà, dès qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse pour venir s'intégrer, enfin, de venir pour venir mettre son entreprise ou quoi que ce soit sur Neuchâtel, il était là, il pouvait vraiment aider ces entreprises de A à Z et il était en contact avec toutes les personnes nécessaires pour une entreprise ou pour même un particulier qui a certains fonds dans le monde de la crypto-monnaie. Ouais, je crois que la particularité de Neuchâtel, ça a été de vouloir construire un écosystème et pas forcément l'écosystème le plus grand, mais d'essayer d'avoir un écosystème qualitatif. Ça a toujours été le plus important. Mhm. Et puis avec la Banque cantonale, le partenariat, il est très clair. C'est que, et c'est peut-être quelque chose qui distingue, enfin c'est certainement quelque chose qui distingue de Zug, c'est que on ne veut pas implanter des sociétés pour implanter des sociétés. C'est-à-dire que des sociétés qui viennent pour que juste mettre un nom ici, lancer une ICO et qu'il n'y ait rien en Suisse comme substance, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que le partenariat avec la Banque cantonale de Neuchâtel, c'est qu'il faut créer de la substance, il faut que ça soit une société opérationnelle, il faut qu'il y ait de la création d'emplois, il faut qu'il y ait de la création de valeur. Il y a un certain nombre d'engagements là-dessus euh, pour faire qu'on crée de la substance et on n'est pas simplement des boîtes aux lettres. Mhm. Ça, c'est des conditions très claires pour l'ouverture des comptes bancaires. Et bien sûr, ce qui est aussi important, c'est la régularisation en termes de droit des marchés financiers avec la FINMA. C'est-à-dire que si vous voulez faire une ICO, vendre des jetons, il faut vous approcher de la FINMA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une exception. La banque veut être confortable avec ça, elle veut avoir la certitude que la qualification de votre jeton est conforme. Et ça, c'est des règles de bonne pratique qu'on a mis ensemble pour avoir de la confiance. Mhm. Et jusqu'à présent, ça fonctionne bien. Et surtout, bah, en effet, le côté qualitatif. Comme ça, on sait qu'en effet, les entreprises qui sont, en tout cas à Neuchâtel, ont été bien vérifiées par plusieurs groupes différents. Et on peut en déduire qu'en effet, c'est pas spécialement un scam comme on a sur beaucoup, malheureusement, dans le monde de la crypto-monnaie. Et qu'on a dans certains pays, hein, je ne veux pas spécialement nommer quoi que ce soit comme pays, mais on a des pays en effet qui acceptent quand même qu'on puisse poser aujourd'hui un projet et qui puisse finalement être un scam ou peut-être n'a pas bien été contrôlé. En effet. Mhm. Oui, oui. Alors, tout ça, c'est très cyclique. Nous, à l'étude, on a eu beaucoup d'activités sur les ICO à cette époque. Puis après, quand ça a été un peu l'hiver crypto, là, on en avait beaucoup moins. Mais à l'époque, je recevais des gens qui avaient juste un PowerPoint et qui voulaient lever 100 millions. Et puis on leur disait, mais ça va être quand même un petit peu compliqué. Mais on sait que voilà, ils ont pu aller ailleurs, ils ont pu faire leur projet, mais Mhm. on a vu défiler un certain nombre. Tout à fait, ouais. Si j'ose poser aussi la question à Philippe, qui a bah, peut-être un petit peu moins d'expérience sur le côté blockchain que toi, Vincent, est-ce que tu as eu beaucoup de personnes qui sont peut-être venues en 2017 déjà, ou peut-être même avant, qui t'ont contacté pour des questions crypto-monnaie ou pas spécialement? Disons que moi j'étais dans une étude plus classique, intégrée, une des grandes études d'affaires avec des bureaux à Zug, Genève et Zurich. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de dossiers crypto qui étaient ouverts, mais essentiellement à Zug, un peu moins à Genève, plutôt en fait dans le mining, de ce que Mhm. j'ai pu voir. C'est peut-être les hasards qui ont voulu ça, mais on a eu moins de projets finalement dans une grande étude que Vincent à Neuchâtel. Et puis peut-être moins de projets, disons, innovants, plutôt des projets de pure mining en fait. Ok, ouais, ouais, c'est vrai que c'était quand même, il y avait beaucoup en 2017 sur le côté mining et puis beaucoup le cloud mining aussi qui n'était pas incroyable, mais sur lequel il y a beaucoup de personnes qui voulaient faire des choses, en effet. Mhm. Alors, je ne sais pas si peut-être je peux déjà peut-être directement vous poser également une question. On peut peut-être directement partir sur les questions que les gens ils veulent vraiment savoir aujourd'hui. C'est pour la déclaration pour les impôts. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez complexe, que ce soit maintenant en Suisse, en France ou dans d'autres pays. En Suisse, également peut-être sur les cantons, qui sont complètement différents aussi. Donc on pourrait peut-être aborder déjà, dans les grandes lignes, comment est-ce que se passe la déclaration pour les impôts en rapport avec les crypto-monnaies. Si maintenant on a encore des stablecoins, du fiat mais en stablecoin, ou si on les met sur notre banque, qu'est-ce qu'on doit déclarer légalement, naturellement, toujours. En fait, bien sûr, on peut répondre que pour la Suisse, mais ce principe-là vaut un petit peu pour partout. Vous avez l'obligation de déclarer tous vos éléments de fortune et tous vos éléments de revenus mondiaux.
Donc, que vous ayez des bitcoins, des cryptos autres, des stablecoins ou des actions, vous devez les déclarer. Mhm. Donc, souvent, on a eu l'impression au début, voilà, que c'était des choses qui sortaient un petit peu de l'ordinaire et donc on n'avait pas à les déclarer. La réalité, c'est que vous avez l'obligation d'annoncer à l'autorité fiscale tous vos tokens, tous vos cryptos, qu'elles soient en stablecoin ou pas. Mhm. Ensuite, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pratiquement? Là, Philippe pourra un petit peu expliquer un petit peu mieux, mais c'est vrai que les déclarations d'impôts ne sont pas très bien adaptées pour ce genre de choses. Il n'y a pas vraiment de case crypto. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, en Suisse, on a l'administration fédérale des contributions et aussi certains autres cantons qui ont repris des cours officiels, comme des monnaies étrangères, des différentes cryptos, des 10-15 cryptos majeurs, pour déterminer leur valeur à la fin de l'année. Donc, en fait, il faut regarder le nombre de cryptos qu'on a, adapter et prendre le cours officiel. Sinon, on prend un cours CoinMarketCap ou on prend une moyenne qu'il faut aller retrouver. Ça, c'est relativement facile. Et puis, déclarer cette contre-valeur en francs suisses dans votre déclaration d'impôt en fortune. Ça, c'est le principe, le grand principe de base. Mhm. Après, il y a des exceptions sur certains éléments qui peuvent être des revenus. Si par exemple vous faites du staking, le staking, ben, la rémunération que vous allez avoir, c'est une forme de rémunération du capital qui doit être aussi annoncée en tant que revenu. Après, ça c'est pour le capital privé. Après, je laisserai la question à Philippe, qui est le spécialiste de ça, qui est la grande différence en fait entre le père de famille qui gère son argent et qui boursicote. Et la différence avec les cryptos, c'est que quand on boursicote avec les cryptos, les gains peuvent être beaucoup plus importants très rapidement. Et donc, la question, c'est véritablement à partir de quand est-ce que je passe du bon père de famille qui gère son petit portefeuille crypto au professionnel qui risque d'être imposé non plus qui risque d'être imposé sur le revenu et pas de faire un gain en capital privé. Ça, c'est cette distinction-là qui est souvent très difficile à faire, surtout dans le domaine de la crypto. Mais là, je laisse plutôt la parole à Philippe, qui est le spécialiste de la qualification des commerçants professionnels de titres. D'accord, merci Vincent. C'est vrai que d'abord, de façon plus triviale sur le formulaire en tant que tel, dans la communauté crypto, en général, on a moins de baby boomers, donc on n'a pas forcément les clients traditionnels de la déclaration d'impôt pour les grandes études d'avocat ou les fiduciaires. Donc, généralement, ce sont des gens qui étaient habitués à faire eux-mêmes leur déclaration d'impôt en utilisant les programmes mis en ligne par les différents cantons. Donc, si on prend l'exemple de Genève, on a le programme GeoTax ou à Neuchâtel Click and Tax. Et ces formulaires sont relativement mal adaptés parce que vous devez déclarer vos cryptos généralement dans l'état des titres et vous n'avez pas dans le menu déroulant finalement une possibilité d'inclure les crypto-monnaies. Alors, soit vous détenez vos crypto-monnaies sur un compte Swissquote, et là c'est tout simple, vous déclarez le montant du compte traditionnel. Et si vous détenez vos comptes dans un wallet, il faudra bien que vous reportiez ces valeurs. Soit vous le faites manuellement ou vous inscrivez des observations. Et comme l'a dit Vincent, pour déterminer le taux, si c'est une monnaie plus connue, traditionnelle, l'administration fédérale des contributions a commencé très tôt ce travail de fiscalisation des cryptos. Donc on a ce qu'on appelle une liste des cours. Cette liste des cours, elle servait traditionnellement à convertir des vraies devises en francs suisses. Mais aujourd'hui, vous avez le cours de la plupart des crypto-monnaies au 31 décembre et c'est le montant que vous devez indiquer dans votre état des titres pour votre fortune imposable. Ensuite, vous avez la question effectivement des revenus. Je pense que 95% des contribuables n'en saisiront pas. Ils auront raison de le faire parce qu'ils vont estimer que les transactions qu'ils ont faites sur les cryptos sont des gains en capital qui sont en principe exonérés si vous les avez réalisés dans votre fortune privée, Mhm. ce qui est le cas généralement. Et là, peut-être, je pense que, Anthony, tu avais prévu quelques questions. On peut peut-être passer au travers de ces questions qui sont plus précises. Et puis, Vincent et moi, on y répondra. Avec grand plaisir. Alors, bah, déjà, imaginons donc si on peut on peut peut-être donner un chiffre sur le taux qu'on est imposé. Déjà, est-ce que c'est sur notre base, sur la fortune,
sur, sur quoi est-ce qu'on est réellement imposé et quels chiffres. Et puis, en effet, imaginons, si je peux donner 1000 $ par exemple sur un compte qui a été imposé à la fin de l'année et que cette personne, imaginons, perd 50% de cet argent un mois plus tard à cause de la volatilité du marché et de la non-connaissance de certaines choses. Est-ce qu'elle doit quand même payer sur les 1000 $ ou est-ce qu'elle va devoir payer sur les 500 parce qu'elle a pu montrer qu'elle a en effet perdu la moitié? Ces choses-là, je pense qu'ils sont un petit peu complexes pour les gens surtout. D'accord. Bon, moi, j'ai gardé un petit côté genevois, j'aime pas parler de 1000 $, j'aime bien parler avec des gros chiffres. Pour une simple et bonne raison, c'est que 1000 $, c'est sous les franchises d'imposition de la fortune dans la majorité des cantons. Donc, finalement, l'exercice fait assez peu de sens. Mais la personne qui a 1 million en francs suisses en crypto-monnaie, elle peut appliquer les franchises, les déductions sociales. Et ensuite, ces éléments crypto vont être ajoutés à tous les autres éléments de fortune par ailleurs. Et le taux d'imposition de la fortune, bah, comme vous le savez, il varie dans les 26 cantons entre, je dirais, un taux maximal de 0,3 peut-être à Schwyz et 1% ou plus d'1% à Genève. Donc la personne qui a 1 million en crypto et une maison ou un appartement d'une valeur d'1 million qu'en fonds propres, admettons, elle a 2 millions de fortune au taux maximal à Genève. Hors subtilité de bouclier fiscal, etc., elle devra 20 000 francs d'impôt sur la fortune. Si au 1er janvier, le marché des cryptos s'écroule et que cette personne panique et vend tous ses bitcoins à quelques centimes, et ben, hormis disons une velléité ou une sympathie particulière de l'administration qui entrerait en matière sur une remise d'impôt, cette personne devra payer en monnaie fiat, donc sonnante et trébuchante, son impôt sur la fortune. Quand même, du coup, toujours les 20 000 ou en tout cas les 10 000 en Exactement, rapport avec les crypto-monnaies. exactement. Ok, ouais. C'est Parfaitement ouais, compris. c'est vraiment ça aussi une différence lorsque l'on est dans la gestion de son patrimoine privé ou à titre professionnel. C'est-à-dire que quand on est dans le cas de la gestion de son patrimoine privé et qu'on peut bénéficier du gain en capital, c'est-à-dire de ne pas être imposé sur le gain réalisé sur les cryptos, la contrepartie de ça, c'est qu'on ne peut pas non plus déduire les pertes. Donc, si j'ai fait une perte l'année N+1, ben, je ne pourrais pas déduire cette perte. Donc, il y a potentiellement le risque, effectivement, de se faire imposer sur un montant qu'on n'a plus l'année d'après, voire même ne plus avoir les liquidités, parce que si j'ai liquidé toutes mes cryptos, j'ai plus l'argent pour payer l'impôt. Ça, c'est un risque de la patrimoine privé, mais la contrepartie aussi, c'est que on a quand même une exception en Suisse qui est, si c'est de la patrimoine privée, vous faites un gain en capital d'1 million, vous n'avez pas d'impôt sur votre million. J'ajoute à ça quand même une particularité neuchâteloise qui nous a été, qu'on a eu l'occasion de pratiquer dans différents dossiers, qui était de dire, moi, je vous impose une partie de ce gain. Une sorte de mix entre la fortune privée et la fortune commerciale, sans qu'on sache véritablement très bien comment c'est justifié, certainement un peu une approche empirique de la règle fiscale, mais qui dit, voilà, si vous avez fait un gain de 1 million, ben, je vais prendre 30% de ce million, donc je vais vous prendre 300 000, et ce montant de 300 000, je vais l'imposer comme si c'était un revenu de professionnel. La règle derrière étant de dire finalement, si vous êtes dans le domaine de la crypto, c'est que vous avez des connaissances particulières, vous avez fait des gains qui sont à ce point importants par rapport à votre revenu que je vais le considérer comme un revenu. Ce qui n'est pas tout à fait une interprétation et une application littérale de la règle et de la directive sur les commerçants professionnels de titres. Tout à Parce fait. que, voilà, pour terminer, si vous êtes professionnel, bah, le gain que vous réalisez va être imposé en revenu. La différence aussi, et le corollaire, c'est que si par contre vous faites une perte, vous pouvez la déduire. Voilà. Ouais. Donc en effet, pour pouvoir se protéger, en ayant peut-être une SARL ou une entreprise dans le domaine, ça peut également des fois prendre moins de risques pour ces sortes de choses. Alors ça peut être une possibilité. Il faut regarder aussi les montants qui sont concernés. Ça, c'est des cas qu'on a très régulièrement. Et ça, alors je dois dire aussi que plus le marché monte et plus ces questions finalement d'optimisation, comment est-ce qu'on peut faire arrivent. Il faut voir que si par exemple on a la règle neuchâteloise qui consiste à dire bah, je prends 30% du gain que je vais imposer au taux marginal peut-être de 40%. Donc je prends mes 300 000, bah, j'ai 120 000 francs d'impôt. Et 120 000 francs d'impôt par rapport à 1 million, bah, ça fait un taux facial de 12% qui représente à peu près le taux d'imposition dans une société. Mhm. Et donc le raisonnement du fisc ici est de se dire, bon, finalement,
on est à peu près au même taux d'imposition. Sauf que faut pas négliger encore qu'en Suisse, il y a encore les charges sociales qui peuvent être payées sur ce montant à titre de revenu et ce qui peut quand même alourdir la facture. Donc la SARL ou la SA fait du sens et peut-être une bonne solution, mais il faut quand même regarder le montant de crypto qui est en jeu et quel est le montant. Parce que si vous avez 20 000 francs de crypto, ça vaut clairement pas la peine entre les frais de gestion. Il va falloir une fiduciaire, vous allez devoir tenir une comptabilité. Donc, on a quand même un certain nombre de critères à prendre en compte et notamment la valeur du portefeuille, quoi. Exactement. Si je peux vite rebondir un tout petit peu aussi là-dessus, en tant que père de famille qui fait du trading, imaginons. Euh, Est-ce qu'on est considéré comme un particulier ou est-ce qu'on est considéré plutôt comme un professionnel à partir de X trades par année? Et est-ce qu'on doit déclarer absolument tous nos trades qu'on fait sur toutes les plateformes différentes? Est-ce qu'il faut sortir les PDF de la plateforme par exemple une fois par mois pour pouvoir prouver en effet tous les trades? Ou est-ce que on peut faire jusqu'à un certain volume en tant que particulier sans devoir déclarer quelque chose? D'accord, peut-être je vais prendre cette question. Donc en fait, le principe de base, il est que le gain en capital, il est exonéré pour autant en fait que les éléments de fortune réalisés soient attribués à votre patrimoine privé d'un point de vue fiscal. Et c'est finalement le fisc, selon une approche empirique ou discrétionnaire, suivant le point de vue que l'on a, qui va déterminer à quel patrimoine appartiennent vos tokens ou vos cryptos. Et ensuite, vous pouvez tout à fait prendre l'approche que vous n'êtes qu'un particulier. Et à ce titre-là, votre seule obligation, elle consiste à reporter vos valeurs de fortune à la fin de l'année. Mhm. Et vous n'avez pas, dans votre déclaration d'impôt, à fournir tous les mouvements que vous avez pu faire au travers de votre wallet. Par contre, évidemment, vous avez le risque que le fisc, dans le cadre d'une investigation ou d'une demande de renseignement, vous demande à produire l'ensemble de vos transactions, pouvoir vérifier si effectivement vous êtes un professionnel du commerce de titres, les tokens ou les cryptos étant assimilés à des titres. Et là, on a, comme Vincent l'a expliqué tout à l'heure, différentes pratiques cantonales, dont certaines ne respectent pas complètement en fait la circulaire fédérale, qui est la circulaire 36, qui précise les critères en vertu desquels on peut requalifier un gain en capital de revenu professionnel imposable. Et ces critères, ils sont relativement clairs. Je vais peut-être pas les prendre en détail ou de façon très précise, mais vous devez faire essentiellement du short selling, donc il faut que vous ne gardiez pas vos titres plus de 6 mois. Il faut que vous financiez essentiellement votre train de vie par la réalisation de gains en capital. Ça présuppose en fait que vous fassiez tourner votre portefeuille de titres au moins 5 fois au cours de l'année. Il faut investir dans des produits complexes et c'est là où typiquement le fisc neuchâtelois a une approche, disons, très rigide. Il considère que acheter du Bitcoin, c'est beaucoup plus complexe finalement que d'acheter une action en Crédit Suisse, ou plus risqué. Ce qui se passe ces derniers temps peut aller dans les deux sens. C'est vrai que le Bitcoin s'est un peu crashé hier ou avant-hier, mais finalement, acheter des actions ou des obligations sur des secteurs plus traditionnels comporte aussi des risques importants. Et puis, si vous ne remplissez aucun de ces critères, normalement, votre gain en capital, il est exonéré. Ensuite, ces critères, on considère encore des critères plus subjectifs et secondaires, tels que les connaissances professionnelles ou d'autres critères encore plus subjectifs, pas forcément très précisés dans la circulaire 36 que j'évoquais tout à l'heure. Mais tout ça pour dire qu'un bon père de famille qui aurait créé un wallet et qui aurait acheté des bitcoins et dont il aurait revendu qu'une infime partie et qui serait adonné qu'il y a quelques petites transactions avec gain, devrait pouvoir estimer qu'il a fait des gains en capital exonérés et ne devrait donc déclarer que les valeurs de fortune à la fin de l'année dans sa déclaration d'impôt. Mais mon conseil est évidemment de garder précieusement le détail de toutes ces transactions pour pouvoir les fournir à l'administration dans le cadre d'un contrôle. Mhm. Ça vaut évidemment également pour toutes les personnes qui ont commencé très tôt
dès 2012, de 2013 à acheter des cryptos et qui doivent aujourd'hui se régulariser parce qu'évidemment qu'ils ont voulu convertir des cryptos en monnaie fiat, donc en francs suisses, et puis qui ont une augmentation de leur fortune qui est importante et que le fisc ne manquera pas d'identifier. Donc la personne qui avait essentiellement un portefeuille de crypto jusqu'en 2017, 18 en Bitcoin, avec une fortune imposable nulle depuis toujours, et puis qui a décidé en début d'année de vendre son Bitcoin à 60 000 francs et qui se retrouve avec une fortune de 3 millions. Le fisc va lui demander ce qui s'est passé, comment cette fortune elle a pu évoluer à la hausse. Et à ce moment-là, il y aura de toute façon une régularisation fiscale ou un rappel d'impôt s'il ne le fait pas spontanément au titre des cryptos qu'il n'avait pas déclarés par le passé. Et ça, c'est un problème assez fréquent Mhm. qu'on rencontre aujourd'hui, avec des problématiques parfois de gens qui ont utilisé différents wallets, qui ont effacé leur wallet et qui n'arrivent plus à trouver tous les détails et les justificatifs de l'époque. Ouais, ça, c'est des Et choses. si j'ai encore Vas-y, juste pardon. une toute petite dernière précision par rapport à l'impôt sur la fortune de 1%, dans le cas de figure qu'on a évoqué tout à l'heure, où il y aurait environ 10 000 francs d'impôt sur la fortune à payer sur le Bitcoin. Une manière simple de se prémunir contre la volatilité de la crypto, c'est finalement le 30 décembre de vendre 1% de Bitcoin ou de Ripple pour son impôt sur la fortune. Ça- Ouais, ça c'est un bon conseil, je pense aussi. Et puis ça peut être un indice, je pense, pour pas mal de personnes, parce que je pense que c'est pas seulement pour les petites personnes, mais aussi pour les personnes en effet qui possèdent peut-être du 100 millions ou bien X milliards aujourd'hui en crypto-monnaie. Exactement. Je pense de savoir en Mhm. effet que quelques jours avant Noël, enfin, avant le Nouvel An, qu'il y ait peut-être des gens qui vont vendre pour pouvoir se sécuriser, que ce soit en tant qu'entreprise ou indépendant. Je pense que c'est bien de savoir cette information-là aussi, Mhm. automatiquement. Il faut Oui. prévoir un cadeau de Noël pour le fisc aussi. Ouais. Exactement. Ouais, surtout que une des choses qu'on a vues, c'est que là, il y a eu une évolution assez claire et très rapide. C'est que quand tout le monde commençait à se poser des questions, est-ce que c'est légal, illégal, dans ces débuts d'année 2013-2014, là, assez rapidement, le fisc a dit qu'importe ce que c'est, je vais le taxer, quoi. Donc, il y a eu assez peu de discussions sur le fait que c'était de toute façon taxable d'une manière ou d'une autre. Et il ne faut pas oublier que l'appétit fiscal est quand même assez important, surtout quand les gains sont importants. Voilà, il y a aussi un raisonnement assez simple à ce niveau-là. Et puis, je disais, en complément de ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est vrai que la difficulté, on le sait, c'est de pouvoir conserver l'historique des transactions, surtout quand ça fait longtemps qu'on est dans la crypto, parce que bah, des fois, pour acheter une crypto, on doit d'abord en acheter une autre. Et donc, du coup, pour faire une opération, j'ai peut-être besoin de 3 ou 4 transactions. Et donc, si on regarde que le nombre de transactions, on a tout de suite l'impression d'être un trader professionnel, alors qu'intellectuellement, j'ai qu'une opération d'achat. Tout Et à fait. ça, c'est très compliqué de le faire expliquer au fisc. Et puis, c'est vrai que quand on a commencé, on a eu le cas aussi, bah, il y a des plateformes qui ont complètement disparu. On n'arrive plus à retrouver les historiques, on n'a pas forcément fait attention. Et quand on est un professionnel, on doit déclarer ses gains, mais on a aussi des frais, parce que sur chaque trade, on a des frais. Et donc, si on veut tenir sa comptabilité correctement, on devrait aussi comptabiliser ses frais qui sont simplement déductibles de son. Du Enfin, revenu. c'est une charge de son compte de perte et profit. Et donc, on doit aussi pouvoir tracer ça. Donc, ça impose. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut quand même un certain montant, si on veut créer une société notamment, il faut quand même un certain montant de capital pour pouvoir se permettre de gérer ça. Parce qu'administrativement, ça demande une certaine rigueur, quoi. Tout à fait d'accord. Et si j'ose rendre la chose encore un petit peu plus même complexe, si on prend par exemple une plateforme aujourd'hui comme Binance et on va posséder des BNB pour payer encore moins de frais, mais on achète des BNB en 2017 ou en 2018 à 15 dollars et qu'on a un BNB qui a touché du 500 dollars, donc on va payer des frais avec, avec cela. Comment est-ce qu'aujourd'hui la fiscalité peut contrôler que les frais que j'ai payés aient été achetés à l'époque pour ce prix-là? C'est tout des choses qui vont rendre la chose encore plus complexe pour que ce soit bien fait en fait. C'est extrêmement Mhm. complexe. Et
surtout, si vous avez par exemple un portefeuille de titres auprès d'une banque, vous recevez au début de l'année 2022 ou 2021 l'historique de votre portefeuille où vous avez dedans les frais, vos performances, ce qui est soumis à l'impôt. Donc finalement, vous n'avez qu'à donner ça à votre fiduciaire ou au fisc carrément, et puis tout est fait. Pour les cryptos, c'est à vous de le faire. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, Binance n'est pas en Suisse. La plupart des plateformes, il n'y a aucune plateforme qui est en Suisse, qui n'est pas adaptée au format fiscal suisse. Et donc, tout ce travail, c'est à vous de le faire. Et on a d'ailleurs eu et pu constater que vous avez des sites, par exemple, comme CoinTracking, où vous pouvez aller justement par des API et aller plugger sur tous vos exchanges en disant, bon, ben voilà, j'ai CoinTracking. Mais malgré tout, il y a quand même des différences. Et malgré tout, il y a quand même un petit peu des parasites qui font que ce n'est pas 100% adéquat. Ce qui fait que quand vous faites votre comptabilité, vous avez des erreurs de comptabilité, notamment sur des frais, sur des taux de transaction, sur des taux de change. Donc, vous avez forcément ici un petit peu de friture sur la ligne, quoi. Donc, c'est pas si simple. Exact. Il faudrait presque un matheux qui travaille avec la fiscalité pour créer des clés API que eux ils vont proposer aux gens, finalement au peuple qui veulent utiliser la crypto en disant voilà, ceci est une clé API qui pourrait être pratique sur lequel pour l'imposition directement pour vos crypto-monnaies. Ce serait un vrai besoin aujourd'hui. Oh, alors je crois qu'on a perdu Vincent. On dirait. On dirait. Ah bah, il nous a rejoint. Dis- Voilà. Maintenant, tu es Pour là-bas. l'historique des transactions, il y a aussi des problèmes à retrouver parfois les taux spot du jour. Si par malheur le fisc vous considère en fait comme un commerçant professionnel, à ce moment-là, tous les gains que vous avez réalisés sur des transactions effectives, vous avez acheté de l'Ether avec des bitcoins, comme le disait Vincent, ce sont des multiples transactions où on doit à chaque fois convertir en francs suisses pour déterminer quel est le gain. Mais si vous faites une régularisation fiscale et que vous avez commencé ce genre d'opération déjà en 2015, il faudra déterminer le taux spot, donc le taux du jour de la transaction. Et ce qui n'est pas toujours évident parce que CoinMarketList, vous ne pouvez pas remonter l'historique aussi loin que ça, en fait. Mhm. Exactement. Et donc ça, c'est un problème. Et quand le contribuable a la charge de certaines preuves, le fisc a tout le loisir de fixer le curseur aussi haut que bon lui semble, en fait. Et ça, c'est vraiment des grosses problématiques, en fait. Mm. Bon, il y a des historiques qui peuvent être retrouvés, mais c'est vrai que c'est une des difficultés qu'on peut rencontrer, ça. Ouais. Mhm. Ouais, le côté DeFi aussi est très complexe aujourd'hui, où le côté décentralisé comme une plateforme comme Uniswap aujourd'hui est très complexe, je pense, pour vraiment la fiscalité en effet. C'est des choses, je connais peut-être votre avis là-dessus ou bien votre point de vue, et c'est quelque chose qui va être euh, amélioré aussi peut-être sur le côté fiscal. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il y aura de l'aide peut-être pour les gens pour mieux faire nos taxations? Je pense que le fait que de plus en plus de monde acquiert des cryptos et en possède va déjà imposer que les fiduciaires, les experts fiscaux, etc., apprennent aussi à travailler Mhm. avec ces nouvelles classes d'actifs. Et donc, ils vont forcément discuter avec l'autorité fiscale parce qu'au bout d'un moment, il faudra quand même bien savoir comment est-ce qu'on déclare et comment est-ce qu'on taxe. Et du point de vue des autorités fiscales, on le voit aussi, il y a des gens qui commencent à être spécialisés et qui commencent à comprendre et vraiment sont là pour faire en sorte que ça fonctionne bien. Ça va peut-être pas aussi vite que prévu, et puis parce que la technologie va aussi beaucoup plus vite. Je veux dire, quand on regarde l'évolution du site de Binance ces 5 dernières années, c'est assez impressionnant le nombre de fonctionnalités supplémentaires qui ont été ajoutées, la complexité de la plateforme par rapport à il y a 3-4 ans en arrière où on avait juste achat-vente, quoi. Exactement. Tout ça fait aussi que ça devient plus compliqué. Mais j'ai aucun doute sur le fait que, vous savez, les autorités fiscales ont cette capacité à s'adapter là où il y a de l'argent à aller prendre. Donc, s'il y a des moyens à mettre pour aller chercher quelque chose, je pense qu'ils se donneront les moyens pour aller chercher de l'argent. Mhm. Exactement. Et puis le problème avec ça, c'est que tout ce qu'on fait aujourd'hui,
ils peuvent le reprendre dans 5 ans aussi. Ils peuvent vraiment demander l'historique de toutes les dernières années. Est-ce qu'il y a d'ailleurs une date? Est-ce qu'ils peuvent demander jusqu'à 10 ans maximum? La procédure de rappel d'impôt peut remonter jusqu'à 10 ans. C'est le cas également de la dénonciation spontanée. Si vous faites une dénonciation spontanée, l'avantage que vous avez, c'est que vous n'avez pas d'amende à payer. Ok. Il faut remplir certaines conditions pour pouvoir bénéficier d'une dénonciation spontanée, c'est-à-dire qu'il faut amener les éléments à la connaissance du fisc, les porter à la connaissance du fisc avant qu'il vous adresse une requête d'information. Donc pour les personnes qui auraient converti du Bitcoin en 2019 et puis qui auraient simplement déposé une déclaration d'impôt avec une augmentation massive de leur fortune imposable sans autre observation, pour ces personnes-là, il sera difficile de bénéficier d'une dénonciation spontanée. Pour les autres, pour ceux qui ont entamé des vraies démarches de dénonciation spontanée, le problème que j'ai comme praticien, c'est que les administrations fiscales n'ont pas fini en fait de s'occuper de la pile des gens qui se sont régularisés suite à l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations. Et donc, c'est un service qui est débordé de manière récurrente. Et ces dénonciations, la plupart, elles sont toujours en cours. Donc, par rapport à la problématique que j'évoquais de pouvoir retrouver toutes les données pour pouvoir faire pour pouvoir donner des taux de conversion, pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de questions du fisc quant à savoir si ces personnes étaient des professionnels ou non. Et j'ai pas eu non plus de demande du fisc à compléter les informations que j'avais livrées, pour la simple et bonne raison que le fisc s'en est pas encore véritablement occupé. Mais mon intuition me dit que le fisc sera relativement tolérant pour les transactions qui remontent, disons, à avant 2016, pour la simple et bonne raison que l'enjeu fiscal, il est beaucoup moindre par rapport à aujourd'hui, parce que les valeurs étaient tout simplement beaucoup plus basses Mhm. et que les gains étaient en conséquence également beaucoup plus faibles. Tout à fait. Ouais, c'est vrai que c'est très complexe hein, comme monde, je pense, quand on a des assets qui font du dizaine de milliers de pourcentages. C'est quelque chose historiquement qu'on ne voit pas souvent. Et donc, il faut qu'eux, ils s'adaptent également. Et c'est Oui, vrai qu'aujourd'hui, en 2021, quand on voit vraiment une masse d'adoption qui commence à rentrer dans le milieu de la crypto-monnaie, la blockchain, que ce soit des indépendants, que ce soit des entreprises, c'est vrai on devrait être au courant, nous, surtout les indépendants, qu'est-ce qu'on doit faire avec nos crypto-monnaies, que ce soit des petites sommes ou des plus grandes sommes. Il y a des moments donnés où c'est vrai qu'avec des gros gains, il faut être au courant. Et puis ce serait dommage d'après quelques années d'avoir des gros problèmes avec ça. Mm. mais comme je le disais, il faut s'attendre encore à des précisions de la pratique, Mhm. à des jurisprudences qui n'existent pas à ce jour, en tout cas par ma connaissance, sur la qualification de professionnels. Ce qu'on a vu, c'est notamment dans l'immobilier, où les gens ont réalisé beaucoup de plus-value par le passé. C'est là où s'est beaucoup développé la problématique en fait, du commerce professionnel. Et malgré le fait qu'il y ait foison de jurisprudence sur le sujet, j'ai eu un cas à Genève d'un retraité qui avait été propriétaire d'une demi-part PP, donc propriété par étage d'un studio de 20 mètres carrés, qu'il avait vendu avec chance, avec un demi-million de gains. Mais quand le fisc a vu le montant du gain, pour un demi-studio et une seule transaction, il Mhm. l'avait qualifié de professionnel de l'immobilier. Donc il avait fallu faire recours contre cette décision. Finalement, parce qu'il avait un bon avocat, c'était moi. Non, je sais pas. Euh, on avait pu faire annuler cette décision absurde. Mais disons, l'appétit vient en mangeant. C'est vrai que dans le milieu crypto, on a souvent des gens qui font fortune, donc qui n'ont pas l'habitude en fait de discuter avec le fisc et qui ont parfois une vision un peu idyllique ou naïve en fait de l'administration suisse et qui pensent qu'ils vont être tout de suite tolérants et ne pas taxer. Malheureusement, je dois les informer que le fisc, il a tendance à interpréter les lois et les circulaires en fonction du nombre de zéros. Et s'il y en a beaucoup, malheureusement, quand bien même vous rempliriez aucun critère de la circulaire 36, je pense qu'il va falloir se débattre un petit peu pour faire avaler la pilule que vous ne payez aucun impôt sur votre value. Ouais. C'est effectivement l'expérience qu'on a. Exactement. Ouais. C'est vrai que bah, moi j'ai beaucoup vécu ça en 2017.
pas moi-même malheureusement, mais des gens que j'ai connus justement et puis que j'ai vu que voilà, il y avait vraiment beaucoup de travail à faire sur ce côté-là. Et donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de reprendre ça aujourd'hui. Maintenant, si j'ose faire une petite parenthèse aussi, que j'avais pas spécialement en tête, mais que parce qu'on a parlé un petit peu d'immobilier, Vincent, je crois que tu connais aussi un tout petit peu, on avait parlé de ça en 2019, je crois, de Realty. Donc c'est une Mhm. entreprise sur laquelle on peut investir dans l'immobilier, mais tokenisé. Donc c'est-à-dire qu'on va posséder des petites parts d'immobilier sur lesquelles on va recevoir aujourd'hui à peu près chaque semaine des bénéfices qui sont à peu près entre 9 à 12% annuels du côté de l'immobilier. Donc c'est de l'investissement de l'immobilier. On peut investir du 1% dans une maison, du 0,5%, et on va quand même toucher chaque semaine des bénéfices là-dessus. Ça, c'est quelque chose pour moi qui m'a l'air extrêmement complexe également à déclarer aujourd'hui. Alors bon, c'est complexe à déclarer, oui et non, c'est surtout complexe à mettre en place. C'est-à-dire que si j'ai acheté un jeton qui représente une part ou qui représente un droit qui me rémunère, la rémunération que j'ai de mon investissement, c'est un revenu. Donc de manière générale, si par exemple j'achète un jeton qui me permet de recevoir une rémunération, qu'elle soit journalière, hebdomadaire ou annuelle, eh bien, j'ai la valeur de mon jeton que je devrais déclarer en fortune et le rendement que je devrais déclarer en revenu. Donc ça, c'est un principe, je dirais, assez clair. Dans le projet de la tokenisation immobilière, euh, la problématique est différente sur comment est-ce que je le tokenise. C'est-à-dire que la vraie problématique, sans entrer dans tous les détails selon le droit suisse, c'est de dire mon jeton doit représenter une part de propriété, respectivement un droit de copropriété sur l'immeuble. Et ça, c'est un petit peu plus problématique à mettre en œuvre parce que il faut que lorsque je transfère mon jeton, je puisse transférer aussi la propriété ou la copropriété de mon immeuble. Or, sans rentrer dans tous les détails, on se rend bien compte que si je transfère mon jeton sur la blockchain, eh bien, je ne vais pas avoir de modification de mon inscription au registre foncier. Mhm. Et donc, on a une décorrélation entre le token et le droit de propriété. Et ça, à mettre en œuvre, c'est pas aussi évident. Souvent, ce que l'on voit, c'est surtout la création d'un véhicule. Je fais une société immobilière, je mets les immeubles dedans et je tokenise les actions de la société immobilière ou je tokenise les parts du fonds immobilier et pas de l'immeuble en lui-même. Donc voilà, ça c'est le petit Realty fait ça comme ça aussi. exactement. Mhm. Donc, mais sinon pour l'imposition du jeton, si vous touchez des revenus réguliers, vous devrez les déclarer en revenus. Mhm. Ok. Bah, je vous mettrai en relation avec Crypto Million. Ils sont en train de créer justement un projet pour tokeniser l'immobilier en Suisse. Et puis donc, Ok. moi, ça m'intéresse de voir le résultat, donc je vous mettrai volontiers aussi en résultat en contact. Ouais, ça pose plein de questions. On va pas rentrer dedans, c'est Justement. passionnant. Mais c'est assez passionnant. Exactement, moi je trouve ça également super passionnant et puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui nous regardent en ce moment même qui suivent un tout petit peu ce projet de chez Crypto Million, c'est un jeune entrepreneur encore et qui se lance là-dedans et je trouve ça super parce que j'avais justement un petit peu vécu ça avec Realty et puis que je savais qu'il y avait des problématiques sur ce côté-là, surtout en Suisse, peut-être pas dans d'autres pays et donc voilà, c'était peut-être intéressant en effet d'aborder ces sortes de sujets par la suite aussi. Ok. Euh, alors, je crois qu'on a un petit peu répondu à toutes les questions, en tout cas que moi j'avais aussi. Peut-être qu'il y aurait juste, si vous pouvez peut-être donner un conseil ou bien une aide pour toutes les personnes qui n'ont pas spécialement, alors imaginons on a tous en dessous de 100 000 dollars de valeur en crypto-monnaie, qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui pour être, alors il y a l'imposition à la fortune, si on reste en crypto-monnaie, si on reste en stablecoin ou si on ne prend pas de plus-value sur notre compte, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour être sécurisé sur le plus long terme, peut-être comme conseil. D'un point de vue fiscal, tu dis, ou Voilà, peut-être voilà, que si d'un coup on a fait avec quelqu'un qui a aujourd'hui 50 000 dollars ou autre, et que dans 5 ans ça vaut peut-être un demi-million, qu'est-ce qu'il doit faire donc aujourd'hui, vraiment les conseils dans les grandes lignes. bon, je dirais, le premier conseil, c'est de déclarer tous ses avoirs. Mhm. Ça, c'est vraiment le premier conseil parce que si vous avez déclaré des avoirs, par exemple, à une époque où ça valait pas grand-chose, et que les années d'après, vous avez toujours ces mêmes avoirs dans votre déclaration d'impôt qui ont pris un peu de valeur, l'année où ça va vraiment exploser, le fisc sera pas surpris. Il arrivera à expliquer l'évolution de fortune. Donc, si vous n'avez par contre pas déclaré ça, et que d'un N à N plus 1, vous faites plus 100 000 ou plus 1 million, alors que vous avez des petits revenus, le fisc va vous questionner.
Donc la première chose, c'est vraiment tout déclarer. Ça, c'est vraiment la première règle. Et puis, essayer d'être discipliné. Je sais que c'est toujours facile à dire, mais plus difficile à faire. Essayez d'être discipliné sur l'historique des transactions que vous pouvez mener. Pour que si jamais vous avez des questions du fisc, vous arriviez à prouver à la fois d'où vient l'origine des fonds, c'est-à-dire ben, ça vient de mon épargne, c'était pas de l'argent non déclaré, voilà, j'ai acheté, j'ai envoyé 10 000 francs à l'époque chez Kraken, et puis de ces 10 000 francs, j'ai réussi à faire ça. Qu'on arrive à retracer finalement comment est-ce que vous avez eu cette évolution de fortune. Donc je dirais c'est vraiment déclarer et avoir une bonne traçabilité. Mhm. Ouais, voilà, pour être en sécurité sur le plus long terme. Je pense qu'il y a peu de personnes qui le font en toute honnêteté. Donc, je pense que c'est une bonne chose à faire aussi. Mais on est tous pareils. C'est pas agréable, mais c'est des choses qu'il faut faire. Alors, on peut peut-être partir. J'ai quelques questions également un tout petit peu de la communauté. Si ça va pour vous, on peut peut-être y répondre dans les prochains. Enfin, on peut peut-être prendre ça 10 minutes peut-être pour ça. J'ai une question ici, c'est pourquoi est-ce que Tsug est autant grand et puis pourquoi pas ailleurs? Mhm. Euh, Est-ce que vous avez une il y idée? a, Est-ce qu'il y a un ouais, avantage? alors, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui peuvent expliquer ça. Pour moi, je l'explique d'abord parce qu'Ethereum s'est installé à Zug. Donc, Ethereum avait d'abord essayé d'être lancé aux États-Unis, ça n'avait pas fonctionné, et à Zug, finalement, ils ont réussi à structurer leur projet et à pouvoir faire leur levée de fonds depuis Zug. Je veux dire, c'était 2014, ils ont levé, je crois, 7-8 millions, je ne veux plus le dire exactement, je ne sais plus exactement le chiffre, mais 2014. Et donc, tout à coup, au niveau mondial, on s'est dit, mais non de non, on a réussi à faire ça là-bas. Et donc, du coup, il y a eu un effet attractif assez important de par Ethereum. Ça c'est un fait. Après, c'est vrai que Zug a très bien joué le coup. Ils ont très bien marketé les services. Il y a aussi des services très professionnels qui se sont développés. Il y a tout un écosystème assez professionnel qui s'est développé, qui a permis un encadrement et un développement. Mhm. Euh, Maintenant, la contrepartie de ça, c'est que, eh bien, il y a eu la banque qui n'a pas suivi, c'est-à-dire que on a eu pas mal de projets qu'on a aussi récupérés, qui étaient des bons projets, parce qu'il y avait le phénomène venait à Zug, et puis de l'autre côté, quand ils allaient à la banque cantonale, la banque leur ouvrait plus de compte. Parce que à l'époque des ICO, comme les toutes premières ICO, il fallait juste envoyer sa crypto au smart contract et on recevait tout de suite son nouveau token dans son wallet. C'était juste ça. Et donc, ces projets-là ont eu un afflux de liquidités dans les banques. Et lorsque les banques leur ont dit, mais finalement, d'où vient cet argent? Ils étaient incapables de donner l'origine des fonds. Et donc, c'est aussi ce qui explique, à mon avis, aussi un petit peu l'effet soufflé de Zug. Beaucoup d'attractivité avec Ethereum et les ICO lancés depuis là-bas, et un petit peu moins maintenant. Ok, ouais, merci bien. Et est-ce qu'on peut, par-dessus ça, vite parler peut-être de Neuchâtel aussi, si j'ose? Parce que c'est quand même, bah voilà, c'est petit, on n'en parle pas beaucoup en toute honnêteté, hein, que ce soit en France ou ailleurs. C'est vraiment, j'ai l'impression que c'est grâce aux gens qui sont de Neuchâtel ou d'autres personnes de l'écosystème qui font en sorte de ramener des fois du monde. Mais il y a quand même pas mal d'avantages également sur Neuchâtel. Est-ce que tu pourrais peut-être parler un petit peu de ça aussi? Oui, oui, sans problème. Alors, c'est vrai que l'écosystème de Neuchâtel, il a un peu grandi avec le temps. Donc, euh, c'est pas quelque chose qui a été fait immédiatement. C'est depuis 4, 5, 6 ans maintenant qu'il y a un travail à ce niveau-là. Et puis, c'est surtout des gens, principalement de la tech. C'est-à-dire que l'écosystème de base, c'est vraiment des gens qui sont la plupart plutôt très Bitcoin. On va pas dire des Bitcoin maximalistes, mais très Bitcoin, qui aiment la tech et qui sont très exigeants sur la qualité des projets. Ça c'est clair. Euh, donc, cet écosystème a grandi, la banque nous a aidés et on a réussi à développer quelques belles sociétés. On a ouais, un certain nombre de projets qui ont été lancés qui sont bien. Le,
c'est assez convivial. Normalement, le jeudi, il y a des beer-to-beer dans le sens où les gens de la communauté crypto peuvent aller boire des bières, mais là, avec le Covid, c'est un peu plus compliqué. Exact. Mais il y a comme ça ces événements, c'est à la fois sérieux sans se prendre au sérieux, quoi. Mhm. Voilà. Qui est soutenu par la ville, Et qui est soutenu par la ville, qui est soutenu par le le canton. canton aussi, ouais. Effectivement, dans le sens où je crois que tout le monde a compris que si on développe un nouveau business et qu'on développe aussi des emplois, c'est bénéfique pour tout le monde. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que ce qu'on ne comprend pas et que vraiment ce qu'on doit tirer comme saluer, je dirais, dans le canton de Neuchâtel, aussi notre conseiller d'État. Il est plus conseiller d'État, oui, il va plus l'être très longtemps, mais Jean-Nathanaël Caracas, qui a vraiment Mhm. œuvré et qui a vraiment pris son bâton de pèlerin, notamment avec la banque, Tout à fait. euh, et qui a vraiment essayé de comprendre. Parce que souvent, ce qu'on a, c'est des refus de principe parce qu'on ne comprend pas et on ne veut pas s'y intéresser. Et vraiment, là, on doit saluer le fait qu'ils ont essayé de comprendre. Ils se sont dit, bon, ben, finalement, si effectivement on a un cadre et qu'il y a des règles et que vous respectez ces règles, ben, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas travailler avec nous. Mhm. Exactement, ouais. Il y a une demande sur des noms de sociétés sur Neuchâtel. Je ne sais pas si tu as aussi suivi un tout petit peu NEDAO aussi. Je ne sais pas si, Oui, si tu le suis d'ailleurs oui, aujourd'hui encore. oui, oui. Ça se développe, hein. C'est assez intéressant. Alors les DAO, c'est assez complexe. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est à fond dedans. Mais Fabio, justement, qui avait lancé cette initiative également de NEDAO qui est en train d'aboutir, qui est en train d'avancer petit par petit. Alors c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps avant vraiment qu'on ait une vraie utilisation derrière. Euh, est-ce que tu, je ne sais pas si tu peux dire quelque chose sur la NEDAO, bien sûr d'autres sociétés, vraiment juste des noms peut-être, comme ça. Bon, des noms, c'est assez difficile parce que on peut en citer. Après, on tombe assez vite dans le fait que ça peut être nos clients. Donc, c'est Oui, toujours un peu c'est sûr. délicat de donner les noms, mais des noms dont on a parlé, c'est BT, parce que BT est incontournable, je dirais, dans l'univers crypto en Suisse, puisque ça a été un des premiers, si ce n'est le premier broker suisse, Mhm. et qui a beaucoup fait aussi pour le développement de l'écosystème crypto à Neuchâtel. NEDAO, eh bien, c'est la volonté de créer une DAO au service des citoyens neuchâtelois qui peut être en relation avec l'état civil, avec d'autres services centraux et d'avoir un système de gouvernance décentralisé, géré justement par la DAO, sur lequel pourraient encore s'agréger certains autres services. Donc c'est vraiment innovant, il y a un vrai intérêt, et il y a une vraie utilité. Donc c'est vrai que c'est Fabio qui porte ce projet. Donc il avance, on est toujours là. Comme autre projet qu'on peut citer, parce que c'est aussi public, on a aussi une partie de la fondation Definity Oui. qui est à Neuchâtel, qui a fait son ICO, enfin qui a pas fait son ICO, qui a fait son launch la semaine passée, Mhm. euh, qui a repris un peu quelques couleurs ce matin. Euh, et puis on a d'autres projets, aussi vraiment bien. Je peux pas tous les citer, mais Non, on tout a à vraiment fait. des trucs. Exactement. Ok, bah c'est super. Je ne sais pas si vous avez vous-même regardé le chat ou pas. S'il y avait une question qui vous intéressait et que vous pensez que ça vaut la peine de répondre. Et sinon, bah déjà, moi, je voulais vite partager, si un de nos modérateurs pourrait peut-être partager également le site internet de l'EAX. Donc, c'est le site internet de vos cabinets. Hein. Donc, il y a Neuchâtel, mais depuis récent également donc à Genève. Euh, donc, c'est Philippe, c'est toi qui es plus sur Genève. Exactement, oui. Ok, ouais, c'est top. Parce que je pense qu'on a pas mal de personnes aussi qui sont sur Genève ou des frontaliers, peut-être typiquement. Et parce qu'on a aussi une grande communauté plutôt française. Et s'il y a des questions justement sur le côté fiscal ou autre pour en France, on peut quand même vous les poser. Et puis vous êtes en contact avec également d'autres personnes, je suppose. Exactement. Et juste pour rebondir sur ta question de tout à l'heure, Anthony, sur le succès de Zug, c'est quand même un succès qui est dû au fait que le monde crypto, c'était un monde pas uniquement suisse, donc beaucoup d'entreprises étrangères ou de gens de l'étranger qui sont venus créer leur société et que Zug était traditionnellement sur la carte de la Suisse grâce à son attractivité fiscale. Mhm. Et aujourd'hui, les cantons romans, que ce soit Neuchâtel ou Genève,
avec la réforme fiscale, sont devenus beaucoup plus attractifs puisqu'on a un taux de 14%, que ce soit à Genève ou Neuchâtel, ce qui incite en fait les différents acteurs à s'implanter en Romandie également et pas seulement à Zug, puisqu'on n'a pas pratiquement le même taux d'imposition. Mais on a ce gros avantage par rapport à Zug, c'est qu'on parle une belle langue. Et puis que c'est quand même un atout non négligeable. Et en plus de ça, on a quand même des prix qui sont beaucoup plus abordables. Donc pour des passionnés de la tech qui sont dans la vingtaine ou la trentaine et qui vont pas avoir un salaire conséquent au départ, c'est plus facile de louer une petite chambre à Neuchâtel qu'à Zug. Tout à fait Donc, d'accord. ça, c'est un facteur qui est pas négligeable pour lancer un projet. Et l'attractivité en fait de la fiscalité des personnes physiques, hein, elle est toujours nettement supérieure à Zug par rapport à Neuchâtel ou à Genève. Mais ça, je dirais que c'est un élément pour la phase finale du projet, quand la société a fait son listing de son token. Donc pour la phase initiale de développement, s'implanter dans un canton plus périphérique et surtout roman, c'est une excellente idée parce qu'encore une fois, on parle une belle langue et que les prix sont beaucoup plus abordables et que les services de promotion économique cantonaux sont aux petits soins et aux petits oignons. Ils ne sont pas débordés comme à Tsug. Et seront là pour accueillir ces gens et les aider dans toutes leurs démarches administratives. Ce qui leur évite aussi de payer un avocat pour chaque bout de formulaire à remplir. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Storm Partners. Ils sont à Montreux. Et c'est vrai qu'ils essayent vraiment donc d'aider toutes ces entreprises à venir ici en Suisse. Et surtout, bah, c'est vrai que les Français, hein, surtout. Parce qu'il y a quand même pas mal de problèmes dans ce pays en rapport avec ça, et qu'on a beaucoup moins ici en Suisse. On a à Neuchâtel vraiment une grande partie de tous ces startups et ces entreprises qui se disent ok, là on n'en peut plus, comme Diabolo.io qui viennent aussi maintenant gentiment s'installer aussi en Suisse. Eh ben ils viennent en Suisse, et puis en effet, si on vient s'installer à Zug, on a un problème aussi de langue, et qu'en plus de ça il faut sortir les sous. Bah, ça fait partie des villes les plus chères aussi quand même de la Suisse. Et on parle déjà de la Suisse, qui est déjà un pays bien plus cher que la France. Donc il faut vraiment avoir les moyens. Et puis je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont bien souffert également fin 2017, en rapport aussi avec les fonds d'Ethereum. Donc si on prend vraiment toutes ces entreprises qui avaient beaucoup d'Ethereum de fonds, et puis qui se sont dit c'est bon, on a X millions sur un compte grâce à l'ICO, on va bien s'en sortir, et puis qu'on a une chute, et puis qu'on perd un joli pourcentage du portfolio, puis que finalement on fait faillite quand on avait tous les fonds nécessaires, quand à ce moment-là on est dans un milieu très difficile, c'est complètement différent. À Neuchâtel, on peut survivre différemment aussi, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. Et pour répondre à ta question qui était liée aux partenaires français, c'est vrai que nous, on collabore avec des études. On a aussi un bureau à Paris, Mhm. qui est pas, pour le coup, Paris spécialisé dans la crypto, mais par contre, on travaille avec des cabinets partenaires, et qui, en fonction des questions qui se posent, de la spécificité, on actionne ces partenaires. Et eux aussi nous envoient aussi passablement aussi de clients qui ont des questions, parce que c'est vrai que vu la situation crypto en France et son traitement, à la fois l'incertitude politique, l'incertitude en matière de règlement, l'incertitude en matière fiscale, fait qu'on a quand même un certain nombre de projets, soit qui ont déjà passé la frontière, soit qui se posent vraiment la question de venir faire leur projet en Suisse. Tout à fait, ok, bah ça c'est super, parce que c'est vrai qu'il y a... Et puis on a aussi, je les ai oubliés, mais on a aussi les Belges, donc je sais pas si vous travaillez avec des cabinets aussi en Belgique ou pas. Oui, alors on a eu quelques contacts avec des projets belges qui ont aussi leurs spécificités. Ça nous est arrivé. Ouais. Ok, super. Parce que ça, c'est encore aussi différent. Alors, de ce que je vois tout le temps dans le chat, c'est qu'il n'y a pas d'impôt, ils sont pas taxés sur les crypto-monnaies pour l'instant en Belgique. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais donc voilà, comme ça, bah, s'il y a des questions justement dans n'importe quel pays les gens y sont, ils peuvent quand même donc venir sur votre site internet qui a été partagé dans le chat, et vous pouvez donc poser toutes questions. Il faut juste bien spécifier d'où vous venez. Et puis comme ça peut les aider à peut-être aussi partager les bonnes personnes en rapport avec où vous vivez.
Sans problème. Alors, je pense qu'on a pris un petit peu toutes les grandes questions dans les grandes lignes. Je ne sais pas si vous aimeriez déjà partager quelque chose d'important qu'on n'a peut-être même pas discuté ce soir avec nous, ou est-ce que vous pensez qu'on a fait un petit tour? Non, je crois on a fait un tour intéressant de la question fiscale. Et le domaine crypto est passionnant. Je reste convaincu qu'on est quand même encore au début de quelque chose. Mhm. Euh, et malgré tout, tout ça accélère, accélère encore. Mais vraiment, moi, je suis toujours impressionné de voir la capacité de création et de développement et de nouveaux modèles d'affaires. Et ça, c'est vraiment le plus motivant. On parle beaucoup d'argent, on parle souvent que du cours du Bitcoin, mais en fait, la réalité, c'est que derrière, et on le voit, derrière, il y a quand même des entrepreneurs, et je trouve toujours passionnant de voir que même des gens jeunes, qui ont gagné de l'argent dans la crypto, ont une volonté d'entreprendre dans le domaine de la crypto, et ça, franchement, c'est appréciable, et j'ai vraiment confiance dans cet écosystème. Je suis tout à fait d'accord. On a bien remarqué, et d'ailleurs, ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeunes personnes en effet ont eu l'opportunité de gagner de l'argent avec la crypto, puis qui se disent, OK, maintenant on va consacrer X années, parce qu'il y a beaucoup de développeurs, beaucoup de personnes qui se sacrifient financièrement, façon de parler, à développer quelque chose qui va peut-être aboutir à rien du tout, mais au final, ils partagent une certaine expérience, et puis c'est ça la crypto-monnaie et la blockchain, c'est que on va essayer des choses. N'importe quel projet qui a été créé jusqu'à aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a été créé dans le but que ça va changer le monde, mais plutôt pour voir jusqu'à où est-ce qu'on peut y aller. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant. Et puis je pense que surtout toi, en tout cas Vincent, peut-être que Philippe a aussi passé du temps avec certaines entreprises aussi, mais depuis 2013 que tu es dans la crypto, et je le sais parce qu'on a aussi passé des fois un petit peu de temps sur certains endroits où en effet on est entouré non seulement de développeurs, mais aussi de toutes sortes de personnes qui sont dans la cryptosphère. C'est ça en fait qui est super intéressant et passionnant, je trouve, parce que c'est vrai que, je le dis tout le temps moi, mais c'est vrai que les gens malheureusement ils sont là la majorité du temps juste pour gagner de l'argent, et c'est un petit peu dommage. Ça va changer de mon point de vue, hein. C'est qu'une question de temps, tant qu'on n'a pas vraiment encore cette masse d'adoption réellement. C'est sûr que Mhm. les gens aujourd'hui sont là plus pour l'argent qu'autre chose. Mais Mhm. c'est vrai que c'est super intéressant de ce point de vue-là. Du coup, je crois que voilà, on a fait un petit tour. Moi, en tout cas, je vous remercie infiniment. On va repartager encore une fois le lien, votre site internet dans le chat. De toute façon, donc pour toutes les personnes qui veulent les contacter, ce sera via le site internet. Je pense qu'il n'y a pas d'autres, il y a pas d'autres plateformes sur lesquelles on peut vous contacter. Non. Magnifique. Et en tout cas, moi, je vous remercie infiniment. Ça faisait super plaisir d'avoir participé et puis d'avoir pu parler un petit peu de la fiscalité. Et si d'un coup, on voit qu'il y a un vrai besoin et puis que je vois de mon côté que les gens ils veulent peut-être reposer des questions, peut-être qu'on peut refaire ceci dans X mois ou dans une année et puis qu'on se retrouve avec grand plaisir. Sans problème, très volontiers, c'était très sympa. Super. Avec plaisir. Et on le fera avec les Belges, parce qu'à mon avis, c'est du wishful thinking connaissant le fisc belge. Voilà, voilà, magnifique. Moi je suis belge en plus, hein, donc Ah j'habite, d'accord, excuse-moi. je viens d'Anvers, mais j'habite en Suisse, donc voilà. D'accord. Parce que Ouais. mon expérience avec le fisc belge, c'est que pour obtenir un remboursement d'impôt, il faut compter à peu près 5 ans. Oh, Et donc, à mon avis, ils ne se sont encore pas posé la question de l'imposition des cryptos. Alors, moi, j'ai pas connaissance de la pratique particulière du fisc belge, mais je crois que c'est le fisc le plus sous-doté en personnel, en inspecteurs d'Europe, hein. Et donc, à mon avis, disons ils se poseront la question quand ils auront le temps et qu'ils sauront ce que c'est qu'une crypto. ouais, déjà, il faut qu'ils s'organisent avec leur gouvernement, disons. Et C'est ça. je pense qu'ils ont d'autres choses d'abord à régler que la crypto-monnaie. Ouais. Ouais, ils sont déjà un petit peu En en tout retard. cas, un remboursement de TVA ou de ce que vous appelez le précompte mobilier, si c'est des montants importants, ça prend entre 3 et 5 ans. Euh, et donc, à mon avis, le jour où le fisc belge va réaliser qu'il peut avoir des recettes fiscales intéressantes avec la crypto, il risque de développer une pratique, mais j'ai ma petite idée sur la pratique. Alors, du coup, on pourrait une fois passer, en effet, dans un petit moment ou bientôt, ou, peu importe, peut-être en effet pour parler un petit peu là, de la fiscalité aussi belge ou de regarder avec d'autres personnes aussi. Ça peut être super intéressant. Avec un fiscaliste belge, ça serait mieux qu'avec moi, mais effectivement, je pense que s'ils ont un vrai projet qui développe, ils ont tout intérêt à peut-être songer au lieu
de développement de leur projet. Et Neuchâtel, c'est un bon endroit. Ouais, bah en effet. Non, mais c'est ça qu'il faut justement savoir, en effet. Donc, en tout cas, on vous remercie infiniment pour toutes ces réponses. Et puis, bah, vraiment, si moi, de mon côté, en effet, je reçois encore plein de questions, je vous les mets directement aussi en relation. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Philippe et Vincent, Merci. merci beaucoup pour votre Merci à temps. toi aussi, Anthony. C'est très Bonne Bien gentil. sûr. soirée. À très Soirée. bientôt, hein, un plaisir. Merci beaucoup. Bye.